Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine. Voici les titres. Le gouvernement congolais et le système des Nations Unies ont lancé le plan de réponse humanitaire 2018. Le bureau régional de l'OMS a célébré le 6 avril 2018 son 70e anniversaire. Vous suivrez l'histoire de Rizani ou son inscription dans le centre de rescolarisation du quartier Ngamakoso où elle a amélioré ses résultats. 70,7 millions de dollars sont nécessaires pour poursuivre l'assistance humanitaire et amorcer le relèvement de 114 000 personnes dans le département du Poul. Ont annoncé le gouvernement congolais et le système des Nations Unies le 16 mars dernier à Brazzaville au cours de la réunion du lancement du plan de réponse humanitaire et de relèvement 2018 dans la zone précitée. Reportage. Ce plan de réponse humanitaire et de relèvement 2018 est une révision du plan 2017 pour le Poul qui a reçu un financement total de 13 524 093 de dollars américains, soit 57,06% du montant total attendu. Il cible 64 086 personnes déplacées, dont 40 543 femmes et filles, 5 571 familles d'accueil et 25 000 personnes restées chez elles. Alors la stratégie consiste à poursuivre l'assistance d'urgence, à assurer la protection et le respect des droits et à commencer le relèvement et le renforcement de la résilience. Donc il y a 3 volets. Les secteurs clés, la liste n'est pas exhaustive, mais tout en exécutant ce programme, nous allons affiner. Le relèvement précoce constitue le focus principal de ce plan 2018. Il répondra aussi à certaines activités humanitaires importantes, résiduelles telles que la sécurité alimentaire, la protection, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la santé, la nutrition, les abris, les vivres et l'éducation. C'est une stratégie globale qui consiste le moment venu à aider le gouvernement à exécuter son plan de DD, désarmement, démobilisation, mais bien sûr de réintégration aussi, qui consiste à réintégrer les ex-combattants, mais je dirais principalement aussi les populations déplacées, victimes innocentes de ce qui s'est passé dans le pays. Un élément de stratégie aussi qui est très important pour le système des Nations Unies et les partenaires qui appuient le gouvernement, c'est le fait qu'avec la venue de la paix dans la région du Poul, cela va sans dire que les départements de gouvernement concernés aussi vont amorcer graduellement et rapidement les activités normales dans cette partie du pays. Il s'agit de chercher à savoir l'état des lieux des écoles, parce que ça fera bientôt 2 ans que les enfants n'ont pas fait l'école. C'est un travail que les départements du gouvernement concernés doivent faire avec des évaluations approfondies. Il s'agit aussi de la santé, il s'agit d'abri, il s'agit de l'agriculture. C'est ces éléments-là que vont faire le département du gouvernement en concertation avec ce que feraient les partenaires et le système des Nations Unies. À noter que cet appui concernera d'abord la mise en œuvre des activités génératrices de revenus là où se trouvent les déplacés, ensuite la reconstruction, le rétablissement des structures de santé, d'éducation et d'agriculture pour soutenir le retour dans les lieux d'origine le moment venu. Prélude à la Journée mondiale de la santé, le Bureau régional de l'OMS a célébré le 6 avril 2018 son 70e anniversaire sous le thème « Couverture santé universelle,
pour tous et partout. Thème de la dite journée, je vous propose de suivre. Ce thème consiste à veiller à ce que chaque personne, indépendamment de son lieu de résidence et de son statut social, puisse bénéficier des services de santé essentiels et de qualité dont elle a besoin sans pour autant subir des difficultés financières, comme l'explique le docteur Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Au moment où elle célèbre ses 70 ans d'existence en 2018, que l'Organisation mondiale de la santé place la Journée mondiale de la santé sur le thème « Couverture santé universelle pour tout et partout ». Ce thème renvoie l'essence même de la vision de l'OMS énoncée dans sa constitution et bien entendu à la Charte des Nations Unies pour les droits de l'homme. Une meilleure équité et la justice sont essentielles pour la santé en Afrique. Ces deux valeurs était au cœur de la fondation posée pour notre organisation en 1948. Le nombre de progrès ont été accomplis en direction de la santé pour tous à travers le monde comme dans notre région africaine. Prenons la parole, Anthony Kwaku Oimeng Boama, coordonnateur résident du système des Nations Unies, a évoqué 3 points importants concernant la santé universelle. The first point I would like to stress is that the SDGs are integrated. I think Dr. Moeti has spoken to that already. Any policy or even programmatic response to help achieve SDG 3, the objectives specific to health, which ignores this integrative nature of all the SDGs, at best will be partially successful. My second point is the concept of rights in the Agenda 2030. Let me also quote the Agenda 2030. It states, they seek to realize the human rights of all and to achieve gender equality and the empowerment of all women and girls. Now let me transition to my third and last point, my own musings on universal health coverage, which is an important aspect of guaranteeing the right to health as indicated in the Agenda 2030. My rudimentary notions about UHC only allow me to make certain assumptions about how we should help African countries, including Congo. Dans l'objectif prioritaire d'attirer l'attention du monde entier et ses dirigeants sur la question de la santé revêtant une importance mondiale, les organisations sœurs de l'OMS sont intervenues à tour de rôle pour proposer comment améliorer le système de santé au Congo. Alors nous, HCR, en tant qu'agence humanitaire, notre rôle aurait dû se limiter à nous assurer que les réfugiés ont accès aux soins de santé. Mais dans la pratique, nous nous sommes retrouvés à appuyer des services de santé qui existaient dans la Likwala en termes de réhabilitation, en termes de construction, en termes d'approvisionnement en médicaments, en termes de recrutement de personnel de santé, en termes de formation de personnel de santé, en termes de réponse également aux épidémies. Une deuxième porte d'entrée qu'on a choisie avec les collègues des Nations Unies, on a incarné une petite fille de 10 ans du Congo qui représente toutes les petites filles du Congo. Elle s'appelle Leki, on a eu beaucoup de mal à trouver son prénom, mais vous la voyez ici. La logique est de dire investissons tous sur Leki, sur la santé de Leki. Et évidemment, UNICEF, le PAM, l'OMS, tout le monde est autour de l'EKI parce que si nous investissons dans l'EKI aujourd'hui, nous investissons dans l'atteinte des objectifs en 2030. Et pour l'EKI, on ne veut aucun décès maternel dans les années à venir, aucun besoin non couvert en planification familiale, aucune pratique néfaste. Une bonne santé passe par une bonne alimentation. Quelqu'un qui est bien nourri, c'est déjà un travail énorme que nous faisons en matière de prévention de beaucoup de maladies. Aujourd'hui, la région Afrique, c'est la région la plus touchée par certaines maladies et en même temps, ce n'est pas par hasard que c'est la région qui souffre le plus d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Donc je rappelle tout ça, ce n'est pas du nouveau pour vous, mais je pense que c'est important à un moment où nous discutons sur une couverture universelle de la santé, de dire que nous, système des Nations Unies, mais aussi les gouvernements du monde entier,
nous devons nous atteler pour travailler en faveur d'une meilleure collaboration entre ces divers aspects pour arriver à une bonne santé. Je voudrais évoquer une initiative qui est en cours, qui est l'initiative One Health. Je crois au niveau de l'Afrique, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en ce sens. Au Congo, il y a des pas qui ont été déjà franchis, mais je crois qu'il y a des efforts qu'on peut encore faire dans le cadre de cette initiative. Cette initiative peut nous aider à sauver des vies. Tout être humain a droit à la santé car la bonne santé de la population contribue au développement économique du pays. Pour y arriver, il faut procéder à la construction des infrastructures de qualité, des personnels de qualité qui offrent des services de qualité, a dit le docteur Ekeke Monono Martin, expert en politique de santé, de stratégie gouvernance à l'OMS Afrique. L'intérêt est capital, car la santé est le prérequis indispensable pour un développement. Il est important que les pays africains investissent dans la santé. Non seulement parce que c'est un droit, mais surtout aussi parce qu'il y a un argument économique. Les populations en bonne santé sont des populations qui peuvent travailler et qui peuvent produire. Les populations en bonne santé n'ont pas besoin de trop dépenser pour la santé. Donc, ils ont de quoi envoyer leurs enfants à l'école, de produire une génération de ressources humaines compétentes pour appeler. Il y a un argument économique très important pour convaincre le pays d'investir dans la santé. La deuxième secrétaire de l'ambassade du Japon, Kimiko Kobayashi, a visité le 13 mars à Brazzaville 5 sites bénéficiaires des dons du gouvernement japonais. Elle était accompagnée du représentant du PAM, Jean-Martin Bauer, de la représentante de l'UNICEF, Michaela Marc de Souza, de la directrice générale d'alphabétisation et bien d'autres autorités. La visite a démarré par le complexe scolaire Saint-Esprit de Mungali, un complexe qui a bénéficié, grâce au financement du Japon, de la construction d'un bâtiment de 3 salles de classe, en plus d'une dotation de tables-bancs. La deuxième étape a été le centre de rescolarisation de Ngamakoso, RESCO construit avec l'appui de l'UNICEF en 2014 dans le cadre du projet Participation des communautés en vue de la création d'un cadre d'apprentissage décent pour les jeunes enfants et les déscolarisés. Centre qui compte au total 191 élèves dont 140 filles reparties en 3 niveaux, le cours préparatoire, le cours élémentaire et le cours moyen. Cette année, nos effectifs sont de l'ordre de 191 apprenants pour 140 filles. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier une fois de plus la coopération Congo-Japon-UNICEF. Soyez rassurés que nous saurons préserver ce patrimoine. Ce projet a redonné le sourire et l'espoir aux enfants analphabètes d'hier, comme Jires Mbani, premier certifié de ce centre en 2014, ou encore Rizani Nyanga, lauréate OCP dans ce centre, dont une courte vidéo réalisée sur elle a été projetée. La suite a été l'école de Djiripon, où la délégation a pu assister à la distribution du repas de midi aux enfants dans le cadre du programme alimentaire scolaire que le gouvernement japonais soutient au Congo. L'alimentation scolaire mise en œuvre avec l'appui du PAM a permis une augmentation du taux de fréquentation des élèves dans les écoles, comme l'a d'ailleurs reconnu Pascal Mokokisa, inspecteur-chef de la circonscription d'Igny. La fréquentation est très élevée et j'ai fait un travail comparatif avec les écoles qui n'ont pas de cantine scolaire. Cela est donc avéré. L'objectif d'ici 2025, c'est que chaque école ici au Congo bénéficie du programme de cantine scolaire. Actuellement, malheureusement, le programme est encore trop petit. Il faut pouvoir le porter à l'échelle, il faut pouvoir faire beaucoup plus, il faut pouvoir s'appuyer plus sur la production locale, il faut pouvoir mieux impliquer les parents d'élèves.
il y a des tas de choses à faire. Mais vous voyez que c'est un programme qui est très très utile pour les petits enfants congolais qui n'espèrent qu'avoir une éducation. La délégation s'est rendue par la suite au centre de santé communautaire de Kombé, dans le 8e arrondissement Madibou. Le Japon y a construit et équipé en matériel médical un bâtiment, ceci dans le cadre de l'aide non remboursable des petits projets locaux contribuant à la sécurité sanitaire. On trouve dans ce centre un bloc d'accouchement, une pharmacie, un laboratoire, une salle de soins, des services de vaccination et le centre assure de prise en charge des enfants atteints de la malnutrition. Pour les habitants de Kombé, ce centre est la bienvenue comme le confirme Jocelyne Makosi, la présidente du quartier Kombé. La population félicite l'action qui s'est passée. L'action des médecins d'Afrique sont venus, ils ont demandé une place, on a décidé, puis les Japonais ont fait ce qu'ils ont fait, ce que vous avez vu. La dernière étape de la tournée a été la visite de la radio citoyenne des jeunes, mise en place en partenariat avec l'UNESCO. Une radio qui offre aux jeunes des opportunités de formation et d'expression. Après une petite interview des officiels dans le studio de la radio, Godefroy Yombi, coordonnateur de la radio, s'est adressé à la diplomate japonaise et au cadre des agences du système des Nations Unies. Les réfugiés de la République centrafricaine vivant en République du Congo ont décidé de retourner volontairement ce 5 avril dernier dans leur pays natal. Reportage. Après avoir vécu quelques années en République du Congo, 30 réfugiés de la RCA ont voulu individuellement repartir au pays pour l'intégration locale, comme l'explique Mohamed Agsouri, administrateur associé chargé de la communication du HCR. Les réfugiés expriment sa volonté de retourner au pays. À notre niveau, au niveau du HCR, nous essayons de réunir au maximum les conditions, notamment logistiques, pour permettre ce retour-là. Actuellement, pour toute la République du Congo, nous avons reçu environ 800 demandes de retour. Soulignons que la situation sécuritaire en République centrafricaine est stable pour que les réfugiés puissent rentrer dans la quiétude et la sérénité afin de pouvoir vaquer librement à leurs occupations quotidiennes, a affirmé une fois de plus Mohamed Agsouri. Comme l'ont rappelé les autorités centrafricaines lors de l'accueil du groupe qui est déjà allé là-bas, il se trouve que certains endroits connaissent une certaine sécurité relative depuis un certain temps. Donc c'est ce qui aussi rentre dans le cadre de ces rapatriements-là. En vue de savoir les motifs ayant incité un rapatriement volontaire de quelques réfugiés de la RCA, l'équipe de reporters du magazine a tendu le micro à Ngombe Crépin, Ingupande Stéphanie, deux parmi les réfugiés vivaient en République du Congo qui ont jugé opportun de manière volontaire de quitter la terre congolaise pour y retourner au pays natal. Bon, j'ai choisi de repartir dans mon pays, c'est-à-dire que mon pays a besoin de nous. C'est ça. Mon pays a besoin de nous. Donc, en tant que citoyen, on a besoin de rentrer et de faire aider aussi le pays, c'est ça. Comme tu es chez toi-même, tu as toujours la paix. Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu as besoin, tu as eu. Je suis heureux de retourner chez moi. Signalons que le retour officiel personnel pris par quelques réfugiés de la RCA a été l'une des solutions nécessaires car on est mieux chez soi. Le sous-directeur général de l'UNESCO pour l'Afrique, M. Firmin Edouard Matoko, a inauguré mardi 4 avril 2018 la bibliothèque numérique du bureau de l'UNESCO à Brazzaville. En présence de Mme Anna Elisa de Santana Afonso et de M. Abdourahmane, respectivement représentants de cette institution au Congo et en RDC. Pour plus de détails, je vous propose de suivre cet élément. Fruit du partenariat entre l'UNESCO et le Congo, la bibliothèque numérique dispose de 500 documents qui totalisent plus de 64 500 pages, transférables sur CD, clé USB, consultables sur les terminaux Windows. Cette bibliothèque est hébergée par la société Cyberfinance du Congo. Interrogé sur l'importance d'une bibliothèque numérique,
M. Jean-Jacques Ndala, directeur du CFC, affirme. C'est un pendant du même projet qui est le site qui concerne l'enseignement, améliorer l'enseignement des contenus, cette fois-ci toujours numérique, des enseignants. Et même plus, je crois que peut-être que M. Emile l'a signalé, ça va être le secondaire et le primaire. Donc ils ont un site dans lequel il faut vraiment toujours chercher. Et ça, c'est donc toute la partie documentation. Signalant que cette bibliothèque peut être consultée au bureau de l'UNESCO. Elle assure le dynamisme dans le travail des usagers en leur facilitant la tâche dans le processus de recherche. L'accès est gratuit et on y trouve les informations dans toutes les rubriques. Je vous propose de suivre l'histoire de Rizani Nyanga. Je m'appelle Nyanga Rizani. J'ai commencé mes études au village Ngele Okassa. L'histoire de Rizani Nyanga est typique d'une fille perspicace, émue par une farouche détermination à apprendre pour avancer intellectuellement, se forger un destin. Ce film vous présente le parcours de celle qui est partie d'un village du nord du Congo où ses résultats scolaires étaient médiocres, jusqu'à Brazzaville, où son inscription dans le centre de réscolarisation du quartier Ngamakoso a dopé ses résultats scolaires. Rizani est ma fille. Je l'ai prise au village et je l'ai inscrite à l'école primaire de Ngamakoso à Brazzaville. J'ai été convoquée par son professeur du fait que son travail n'était pas bon. Je devrais donc l'inscrire au centre de réscolarisation. Elle est venue se faire inscrire ici au centre de Resco Ngamakoso. On l'a testé, on a vu que bon, il fallait quand même la mettre au niveau 2. Au niveau 2, c'est l'équivalent du niveau CE1, CE2 là-bas. À l'année là, je ne pouvais pas les emmener au CEP parce que tous, ils n'avaient pas le niveau. On les avait seulement encadrés, on leur fait une remise à niveau. J'ai constaté que Rizani a fait des progrès au Resco. L'année qui suit, 2016-2017, bon, c'est l'année où nous sommes allés avec les enfants au CEP. Ils étaient au moins 6, voilà. Bon, parmi les 6, elle est sortie première de tous les centres de réscolarisation de Brazzaville. Rizani s'est même offert le mérite de celui de meilleur élève. Elle s'en souvient. J'ai constaté qu'au Resco, c'est mieux par rapport à l'école du village, car ici, on nous donnait des cours de remise à niveau. Après l'école, je mangeais et je faisais la révision. Lorsqu'il n'y avait pas d'électricité, j'utilisais la lampe torche pour la révision de mes cours. Je mettais beaucoup de données et je savais que j'allais m'admettre. Cependant, je ne croyais pas être la meilleure. Je suis fière de son travail. Aujourd'hui, Rizani, qui fait la fierté de sa famille et de ses proches, est en classe de 6e à l'école privée Bethléem au quartier Kintélé, dans la périphérie nord de Brazzaville. Je me débrouille à faire ce petit commerce pour pouvoir lui payer les cours qui s'élèvent à 8 000 francs CFA, parce que l'école, c'est son avenir. Mais ce que je retiens, c'est que son travail est en forte progression. Elle s'adapte, elle retient facilement et surtout qu'elle a de la volonté. Nous avons eu à mettre en place un système spécifique de travail. On travaillait le matin avec elle, avec un rythme de TD. Et enfin, à midi, ça finissait par l'emploi du temps normal de la 6e. J'aimerais avoir un éducateur à domicile. La mise en place du centre de réscolarisation de Ngamakoso, RESCO, entre dans le cadre d'un projet dans du Japon au Congo qui vise la participation des communautés en vue de la création d'un cadre d'apprentissage décent pour les jeunes enfants et les déscolariser. Le centre, depuis sa création en 2014, a déjà reçu 364 élèves avec un pic de 188 élèves atteints pendant l'année scolaire 2017-2018. Comme vous le savez, l'éducation est vraiment l'un des droits des enfants, aussi important que la santé, aussi important que la protection des enfants. Pour développer une nation, il faut éduquer son peuple. Et pour cela, avec l'appui du gouvernement du Japon, nous avons pu prendre cette initiative, que c'est vraiment de nous assurer que les enfants qui n'ont pas eu la chance de continuer l'école, qu'ils aient une seconde chance à l'éducation.
c'était vraiment pour commencer à avoir une initiative pilote pour avoir un modèle d'éducation pour les enfants qui n'arrivent pas à terminer leur école. Et vous le constaterez vous-même que nous avons vraiment eu de très bons résultats. La majorité de ces enfants, et plus que ce numéro, ont été rescolarisés. Oui. L'Ebola, oui. Lorsque nous mettons ça. Oui. La diarrhée. Bien. Oui. Ce projet a pu vraiment achever ce qu'on avait comme attente. Moi, je dirais, comme je sais vraiment, massifier des projets comme ça. Pas parler même de projets, mais plutôt parler de programmes, parce que le Congo a besoin de ça. L'éducation est au cœur des droits des enfants. Oui. La machine. Et je pense que le gouvernement fait quand même des efforts pour assurer qu'une éducation de qualité continue à bénéficier nos enfants au Congo. Mais le gouvernement, comme je le disais, ne peut pas faire seul. Je remercie beaucoup le gouvernement du Japon qui est venu et qui a travaillé avec nous et d'autres agences aussi des Nations Unies, comme vous le savez, le PAM et d'autres. Donc j'appelle à tous ces partenaires, j'appelle à tous, même aux communautés, j'appelle à tous les individus, j'appelle aux parents aussi, pour nous assurer que nous laissons nos enfants apprendre, que nous protégeons nos enfants et qu'ils continuent vraiment à bénéficier des droits de l'éducation, car les enfants ne nous attendent pas. C'est leur droit.